Bonsoir. Je suis très stressée au cas où ça se voit pas trop. Je m'appelle Romane Castelnau, je suis étudiante Pépite avec pour projet de monter une entreprise de maquillage professionnel et c'est moi qui vous présenterai le Café sans filtre de ce soir sur le thème de comment construire l'entrepreneuriat de demain. Tout d'abord, nous aurons une présentation de Catherine Ries, notre directrice du Pépite. Puis une présentation des étudiants du Pépite qui vous parleront de leur projet et de leur expérience à Pépite. Nous aurons ensuite une présentation de Christophe Carbou, je vais y arriver, qui est directeur de l'incubateur NC et qui, sa présentation aura pour lien la thématique de ce soir, donc comment construire l'entrepreneuriat de demain. Enfin, nous aurons une table ronde avec Zoé Tivé et Destoum, Cédric Cato avec la Low Cost Gym et Xavier Benoît, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie. Nous finirons ensuite par la remise du prix Pépite. Et ce sera tout pour moi pour l'instant. Catherine Ries, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est pas facile de prendre la parole devant un amphi avec un micro. Bravo Romane, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier tous d'être là ce soir pour le 3e café sans filtre de l'année. On ne devrait pas l'appeler un café sans filtre à 17h, 18h, c'est plutôt un apéro sans filtre. Hein, donc, on est quand même à l'université, il n'y aura toujours pas d'alcool, mais on ne boira pas de café ce soir. Avec effectivement, on le fait le soir parce que c'est un programme un peu particulier. Sur ce café sans filtre, on va remettre le prix Pépite, qui est, alors je ne vais pas dire l'aboutissement des projets parce que on est dans un calendrier métropolitain qui fait qu'on délivre le prix Pépite après 1 an d'accompagnement au sein du Pépite. Donc les étudiants métropolitains qui ont commencé en septembre 2019 sont maintenant engagés dans le concours. Nous, nos étudiants, on n'est pas tout à fait sur le même timing pour nos étudiants entrepreneurs puisque vous êtes rentrés dans le dispositif en mars. Et puis, il y a quand même eu 1 mois et demi de fermeture de l'université. Donc, ça a vraiment commencé avec le bootcamp début juin, finalement. Donc, finalement, pour candidater et participer à ce prix, ça a été un peu court. Il fallait soumettre les candidatures pour le mois de juillet. Donc, c'était effectivement très court. Mais on est quand même dans un programme national. Hein. Le dispositif Pépite est un dispositif national avec ce concours annuel qui vient marquer un petit peu. C'est un point d'étape. Et puis, on est très heureux d'y participer. Alors, je crois qu'il y a un peu un fil conducteur de ce que je dois raconter. Alors, avant de revenir sur le prix Pépite, déjà, je tiens tous à vous remercier de votre présence et puis en particulier les membres fondateurs du Pépite qui nous accompagnent. Le Pépite a 2 ans. Pépite NC a été créé, a ouvert à la rentrée de février 2019 avec la CCI, avec l'incubateur de la DECAL et le vice-rectorat. Et donc, avec l'université, on forme ce pôle étudiants-entrepreneurs pour accompagner des étudiants dans leur projet de création d'activités, étudiants en fin d'études qui ont déjà été diplômés mais qui rentrent dans le dispositif et qui sont accompagnés sur leur projet, ou étudiants en cours d'études. C'est la majorité de nos étudiants qui sont donc en parallèle sur leur diplôme de formation initiale et sur leur projet de création d'activités. Bien sûr, tout ça, ça se fait avec l'écosystème de l'entrepreneuriat en Nouvelle-Calédonie. Hein, c'est l'avantage de la Nouvelle-Calédonie. On est petit, on n'est pas nombreux, on se connaît et c'est assez facile encore de réunir tout le monde. Donc c'est vrai qu'on a un comité d'engagement, on a un comité de pilotage, on a la participation au jury du prix Pépite qui rassemble toutes les organisations, les institutions que vous voyez là et que je remercie pour le temps qu'ils consacrent à l'accompagnement des étudiants. Il y a la participation à tous ces événements, comités, etc. dont je vous parle, mais il y a aussi l'accompagnement des étudiants eux-mêmes, des porteurs de projets, puisque chaque projet est accompagné aussi par un tuteur professionnel, en plus du tuteur académique de l'université ou de l'enseignement. Donc merci à tous pour ça. J'ai autre chose à dire ou pas? Non, il y a une diapo encore après ou c'est plus pour moi? Voilà, je passe la parole à Romane et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis donc, c'est pas un café, mais un apéro à 19h. C'est ça?
on va dire ça. Je vais maintenant donner la parole aux étudiants pépites qui vont nous parler de leurs différents projets. Quoi? Elle me dit non, je suis en mode c'est ça qu'il fallait que je dise ou pas? Donc ils vont nous parler de leurs projets et ils vont aussi nous parler des différentes expériences qu'on a eues à Pépite depuis le début de l'année. C'est pas ma faute au moins. Maëlie, s'il te plaît. Si c'était plus sûr de l'ordre, ça va aller. Donc Maëlie va nous parler de son projet et du bootcamp qu'on a eu en début d'année. 1, 2. Okay. Donc déjà, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Moi, je vais vous présenter le bootcamp. Déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Maëlie Solane. Je suis étudiant en première année d'économie-gestion à la fac et j'ai commencé du coup Pépite cette année. Mon projet, c'est ce qui touche au domaine de l'audiovisuel, donc créer une boîte de production vidéo. Donc on peut commencer par présenter le bootcamp avec le planning. Il n'y a pas de slide? Ah oui, d'accord, donc c'est déjà plus compliqué. Donc en fait, le bootcamp, ça a été 3 jours d'intervention de professeurs qui sont venus là pour plus ou moins nous coacher. Parce que je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça du coup des cours. On nous a sensibilisés sur 3 piliers. Donc la gestion, avec un petit peu de comptabilité, donc savoir organiser nos finances, savoir faire un compte de résultats, savoir faire un bilan. On a eu également un atelier juridique qui nous a permis de connaître tous les statuts des entreprises, donc que ce soit la URL, la SAS, la SARL, pour savoir qu'est-ce qui nous conviendrait le mieux. Après, on a eu un atelier plus ou moins du marketing avec les réseaux sociaux, donc savoir quels sont les réseaux sociaux, quels sont les réseaux sociaux qui marchent aujourd'hui le mieux, comment les utiliser, comment connaître leurs forces et leurs faiblesses et pouvoir les utiliser au mieux dans notre communication. On a eu également un atelier de théâtre qui nous a permis de passer à l'oral, de nous entraîner à présenter notre projet. On a également eu une intervention de l'incubateur sur une après-midi qui a été centrée sur le thème de l'innovation. Donc on en a beaucoup parlé, on a fait des jeux autour de ce thème. Et du coup, ces 2 journées se sont terminées sur un after-work au 1880 avec avec tous les étudiants entrepreneurs, avec les intervenants qu'il y a eu pendant ces 2 jours. Et on a pu faire un peu de réseautage et puis parler plus amplement de nos projets à des personnes plus spécifiques. Et la dernière journée, elle a été proposée par l'incubateur. Donc ça a été une journée de formation qui n'était pas à l'université, qui nous a permis de nous connaître nous, dresser notre profil, savoir avec qui il vaut mieux s'associer et avec qui il ne faut pas s'associer. Et du coup, voilà, ce sera là, un petit peu la fin de ma présentation aujourd'hui. Et ça a été 3 jours qui ont été très intéressants, puisque du coup, on a pu cerner un petit peu le domaine de l'entreprise. Et du coup, je vais passer la parole à Romane pour la suite de la présentation. Merci Maëlie. Du coup, ça va être au tour d'Angélique de nous parler de son projet et si ça veut bien venir. Non. Et Angélique, elle fait des études ici et à la CCI, donc elle va pouvoir nous parler de comment concilier ses études et son projet entrepreneurial tout en même temps. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Angélique Normand, je suis étudiante en 2e année à l'EGC, en cursus alternance. J'occupe un poste d'assistante marketing et communication au groupe Balland et je suis le programme Entreprendre et Pépite. Donc c'est mon envie d'entreprendre qui m'a poussée à m'inscrire à ces 2 programmes.
parce que mon projet, c'est de créer une plateforme en ligne pour le déstockage des médicaments pour les professionnels, donc les pharmacies. Donc, comme vous l'avez compris, je fais plusieurs choses à la fois. Donc, j'alterne entre 2 semaines d'entreprise et 1 semaine de cours. Et souvent, le soir, je viens ici aux ateliers, donc mes journées se rallongent encore plus. Et quand je suis en entreprise, j'en profite pour faire mes rendez-vous professionnels pour ma création d'entreprise. Avec ces emplois du temps différents, ça m'a appris à être plus organisée. Et donc, je me rends compte qu'au quotidien, je deviens plus efficace et opérationnelle. Et avec du recul, je me rends compte que c'est pas donné à tout le monde et que l'accompagnement de Pépites et d'entreprendre me permet de concrétiser mon projet. Merci. Merci Angélique. Okay. Maintenant, nous aurons Malik qui va nous parler du Startup Weekend qu'on a fait en distanciel, du coup, via Zoom. Zoom? Oui, c'était Zoom. Donc, bonsoir à tous. Malik Wedin, je suis actuellement doctorant en écologie et biologie des populations. Mon projet professionnel, en fait, c'est de développer une activité professionnelle autour de ma thèse sur les roussettes et des activités que je mène dans le milieu associatif. Donc, il y a 2 volets. Un volet de développer des activités écotouristiques sur les roussettes et un volet un peu plus récent qui serait de monter un bureau d'études de type expert junior qui permettrait d'intégrer des étudiants et des jeunes diplômés pour leur faire de l'expérience et leur permettre de travailler dans leur domaine. Et aussi de servir de couveuse d'entreprise, donc qui permettrait aux futurs entrepreneurs de tester leurs projets avant de créer leurs entreprises. Et aussi de, par exemple, répondre à des appels d'offres ou décrocher des contrats et les mettre, y répondre au travers de mon entreprise avant de créer la leur. Pour ce qui est du Startup Weekend, donc c'est un peu le même principe que le hackathon, que vous connaissez peut-être. On forme des équipes de, là, c'était 4 à 5 personnes, et on travaille pendant 2 jours en continu pour répondre à un projet. Donc, premièrement, identifier un projet. Ensuite, essayer de mieux définir son intérêt sociétal et économique et mieux définir les besoins nécessaires à la réalisation de ce projet. Et 3, de le présenter devant un jury. Cette année, on devait répondre à un projet par rapport à l'appel au projet du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en partenariat avec la DECALN sur des appels à projets innovants pour répondre aux problématiques auxquelles font face les Calédoniens à cause du Covid-19. Et notre projet était un projet de fondation d'un site internet de troc et d'un réseau de troqueurs pour répondre aux problématiques économiques. Et on a été élu 2e projet du Startup Weekend. Et par contre, on n'a pas été retenu à l'appel à projet. Merci. Merci Malik. Décidément. Je crois que c'est Angélique. Ophélie, s'il te plaît. Ophélie, elle va nous parler du D2E. Du coup, c'est le diplôme étudiant entrepreneur. Donc, c'est faire ses études en même temps que d'être à Pépites. Donc, bonsoir. Moi, je suis Ophélie Jorquera. Donc, mon projet, c'est d'ouvrir un café jeux de société. L'appellation est un peu délicate. Qui proposerait une bibliothèque, des jeux de société en libre service et des animations, le tout sur le thème de l'imaginaire, donc la fantasy, la science-fiction ou tout ce qui s'en rapproche. Donc le D2E, c'est le diplôme étudiant entrepreneur. Et donc l'année dernière, j'ai été étudiante entrepreneuse, toute simple, parce que j'étais en licence de lettres. Mais entre-temps, j'ai validé ma licence. Mais je voulais continuer le pépite. Sauf que comment on peut faire le pépite sans être étudiant déjà à l'université? Eh bien, on s'inscrit au D2E.
Et ça permet en fait, le premier avantage, c'est donc de conserver ou d'acquérir ce statut d'étudiant entrepreneur. Je vais y arriver. Les frais d'inscription étaient assez conséquents, donc sur le coup, je me suis dit c'est plus cher que les études classiques. Sauf que, en fait, c'est très vite rentabilisé avec beaucoup d'investissements personnels, mais aussi les ateliers, en plus des ateliers classiques que l'on peut faire avec les étudiants, on a accès à des ateliers supplémentaires. On peut, par exemple, accéder à des formations. Donc, dans mon cas, j'ai demandé l'accès à plusieurs formations de la CCI, qui sont normalement payantes, mais pour les étudiants pépites ne sont pas. Et sinon, désolé, le mouvement me perturbe un petit peu. En plus de ça, on m'a proposé de m'inscrire à un cours d'une filière de l'IUT. Donc j'ai choisi, par exemple, le cours de coûts et analyse des coûts en GEA qui me permet d'acquérir des compétences et des connaissances en comptabilité de gestion, ce que je n'ai pas pu apprendre auprès du professeur de comptabilité durant les ateliers classiques du Pépite. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Théo. C'est mon travail aussi. Merci Théo. Théo, il va nous présenter son projet déjà et nous parler de la manière dont il a remplacé ses projets tutorés par des stages. Je vais expliquer ça. Alors bonjour à tous, c'est cool, j'ai pas beaucoup de texte, vous n'avez pas besoin de beaucoup de lire. Déjà je vais me présenter, je m'appelle Théo Nguyen, je suis en 3e année en licence professionnelle communication et art numérique qui se déroule à l'IUT plus loin. Et cette année, on a, comme dans pas mal de licences, il y a des projets tutorés qui sont donc suivis par soit par des professionnels, soit par des personnes académiques, des professeurs. Et c'est des projets qu'on réalise tout au long de l'année. Ces projets, donc, on va les réaliser en groupe de 2, 3, 4. Et cette année, comme je suis arrivé à Pépite avec mon projet, d'ailleurs je vais vous le présenter, c'est ça que j'ai oublié. C'est un projet de divertissement, c'était une entreprise de divertissement qui a pour but, donc le concept a pour but de résoudre des énigmes, de créer un parcours, de quoi ? Désolé. Le but étant juste de parcourir des salles en résolvant des énigmes par deux groupes, deux équipes qui vont devoir résoudre des énigmes et valider ces salles. Alors, ça va être tout un concept dans des salles bien différentes avec des univers atypiques avec du type Atlantide, des décors japonais traditionnels. Donc voilà, c'est un peu pour développer le divertissement en Nouvelle-Calédonie. Je trouve qu'il n'y a pas assez de divertissement, d'entreprises qui proposent des choses pour s'amuser. Et pour reprendre sur les projets tutorés, donc j'ai commencé ça cette année. J'ai demandé à mes professeurs de la licence si je pouvais intégrer ce projet-là, ce projet Pépite, en tant que projet tutoré. Donc suivi à l'université avec des cours en plus, des heures qui sont dédiées à ces projets, et en ayant des professeurs en plus qui permettent de m'accompagner pendant ce projet. Ça m'a apporté énormément de choses, d'un point de vue où j'ai déjà beaucoup plus de temps et j'ai vraiment des heures dédiées à concevoir ces projets. D'un autre côté, ce projet-là, j'ai pu le développer dans certains domaines, comme je suis dans le domaine de la communication, en communication et en numérique. J'ai eu des conditions, je dois spécialiser un peu mes euros, comme j'ai des euros tout au long de l'année. Et ces euros ont pour but de présenter une stratégie de communication, des infographies, des publicités. Donc voilà, il y avait certaines conditions pour intégrer ce projet, qui étaient donc de spécialiser et de préciser certains côtés du projet. Donc ça me permet d'un côté de concevoir tout le concept infographique et de communication, comment je vais débarquer dans le domaine du travail.
Et d'un autre côté, je suis des cours avec Pépite, donc qu'on vous a présenté juste avant. Voilà, ce qui fait quand même le bon duo, car ça me permet aussi en même temps de travailler sur mes propres projets en validant un diplôme. Voilà, c'était le projet. Un trou. Non, je pense que je suis pas mal, non? Donc voilà. Juste pour un point final, le fait c'est juste de pouvoir travailler un projet qui est propre et pas pouvoir avoir des projets qui nous sont donnés, dédiés tout le temps de l'année, et de travailler sur quelque chose qui nous apporte à nous. Et voilà, c'est quelque chose, je trouve, c'est quand même le bon côté du projet tutoré avec le projet Pépite. Merci. Merci Théo. Joachim et Dylan, s'il vous plaît. Donc, ils vont nous parler des ateliers à thématique qu'on a avec Pépite. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi je m'appelle Dylan et avec Joachim on est à l'UIT en licence métier informatique et application web, donc pour pas dire miaou. Et du coup, étant donné que nous on est dans ce domaine-là, notre idée de projet ce serait de faire une application web et mobile pour la mise en relation de particuliers professionnels pour la mise en place de services, donc tout ce qui est babysitting, jardinage. Et la façon dont on aimerait bien se démarquer, ce serait de afficher tout ça sur une carte en fait, et vous pourrez rapidement trouver les services qu'il y a autour de vous. Bonsoir, je vais prendre la relève. Du coup, en fait, le projet, on a pensé à énormément de choses parce qu'on peut faire énormément de choses avec ce projet. Et les 3 points qui sont revenus le plus important pour nous étaient la gamification. Le terme vient de Cocofu, merci. La gamification, la personnalisation et l'aspect environnemental. Pour éclaircir un peu plus ces points, la gamification, ça consisterait en fait à avoir une plateforme comme vous connaissez déjà, qui existe déjà aujourd'hui, mais avec un aspect jeu en fait, donc avec des expériences à gagner, des quêtes et des paliers à monter. Donc ça changerait totalement le principe de la plateforme. Ensuite, l'aspect personnalisation serait vraiment représenté par différents thèmes de couleurs et différents icônes que l'utilisateur pourra choisir lui-même. Ah oui, et l'environnement, l'aspect environnemental, du coup, on aimerait organiser des partenariats avec des associations comme Calais de Clean pour afficher sur la carte des zones qui ont été reboisées ou des zones qui bientôt seront reboisées ou les futures missions qui seront proposées par l'association. Donc c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et on est content de le faire. Du coup, après, par rapport à Pépite, je vais vous parler rapidement des ateliers qui m'ont marqué. Donc moi, j'ai pas mal apprécié les ateliers communication, parce que ça nous a permis de vraiment pouvoir structurer comment bien introduire notre projet, comment savoir le présenter. On a également eu un atelier par l'incubateur qui nous a permis de savoir comment faire un pitch. C'était plutôt, comment dire, c'était très ludique la façon dont on a pu voir comment bien pitcher son projet. Et je vais laisser Joachim parler de l'atelier qui l'a marqué. Pour ma part, c'est plutôt l'atelier photographie, image de soi, pardon, qui consistait en gros à savoir montrer l'image qu'on veut aux autres. Donc en gros, on apprenait déjà à prendre un peu des photos et à les positions, tout ce qui va avec et comment se présenter devant un public. Voilà. Bah, personnellement, je n'ai rien à rajouter. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup les garçons. Ça va être au tour de Fleur et Sohan de nous présenter la mise en réseau qu'on a grâce à Pépite. Bonjour à tous. Alors pour moi je m'appelle Sohan Carré. Et ici Fleur Allais, et on est tous les deux en 3e année de licence professionnelle en alternance. Et on a rejoint Pépite l'année dernière, donc on fait partie de la deuxième promotion. Et nous avons notre projet s'appelle Cocofu. Et donc comme dit précédemment, on est plus axé sur la gamification.
Et donc nous avons ouvert notre société l'année dernière, en novembre 2019. Et notre spécialité, donc, c'est de pratiquer de la gamification pour les entreprises professionnelles. Donc en fait, nous apportons des solutions ludiques, nous apportons des réponses à des problèmes que peuvent rencontrer les professionnels dans leur entreprise, en leur apportant des solutions de comment ils peuvent y résoudre, mais de façon ludique, donc c'est-à-dire améliorer l'ambiance de travail ou tout simplement comment améliorer pour un service interne de communication, comment améliorer la communication, mais avec une touche de jeu. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser la parole à Fleur qui va vous présenter le pourquoi on est. Bonsoir. Donc Cocofou, comme Swan vous l'a dit, c'est une entreprise de B2B. On travaille avec les entreprises et quand on arrive à Pépite, on ne connaissait pas d'entreprise en fait, on connaissait très peu de professionnels. Et grâce à tous les événements qui ont été organisés, comme ce café sans filtre, mais il y a aussi eu des soirées after work, des événements vraiment axés sur le réseautage, on a pu commencer à rencontrer des professionnels, des entrepreneurs. Et oui, voilà. Donc c'est beaucoup d'émotions aujourd'hui. C'est un café sans un filtre un peu spécial pour nous. Et donc, comme elle disait, ça fait 2 ans qu'on est ici, et donc on commence à essayer de se faire du réseau. Voilà, comme les cafés sans filtre, pour nous, c'est une bonne occasion de connaître un peu les acteurs économiques présents sur le territoire. Plus que des cafés sans filtre, on a aussi des événements ou des ateliers que Pépite nous propose, et grâce à ça, on peut se former à un réseau, et on sait très bien que le réseau, dans l'entrepreneuriat, quand on veut se lancer, surtout pour nous qui démarrons, qui sommes jeunes, qui n'avons pas beaucoup d'expérience, c'est une des premières choses que nous devons acquérir. Et donc Pépite nous a vraiment apporté ça, nous a vraiment apporté les racines, qui nous a permis aussi d'avoir des réseaux, qui nous a donné ensuite par la suite d'autres réseaux. Et aujourd'hui, on est vraiment content et fier. Et si on devait, j'espère, refaire une année, on le ferait volontiers. Merci à vous. Merci beaucoup, Sohan et Fleur. S'il vous plaît, Yonat et Lucas qui vont nous parler du prix Pépite qu'ils ont reçu l'année dernière. Bonsoir, je m'appelle Younous et avec mon collègue Lucas, on est en 3e année de licence informatique. Et notre projet est Remplamed, qui est une plateforme web qui vise à faciliter les démarches de remplacement pour les professionnels de santé en Nouvelle-Calédonie et qui veut encourager en fait les médecins métropolitains de venir découvrir la Nouvelle-Calédonie et pourquoi pas ne pas rester. Rester. Pardon. Bonsoir. Alors moi je vais vous faire un petit retour d'expérience du coup sur ce prix, le tremplin pour l'entrepreneuriat étudiant. Donc plus précisément, déjà merci à tous les partenaires qui nous permettent de financer ce prix, la banque, la BPI, le commissariat et bon, je vais pas tous les citer mais ils sont tous affichés. Merci à eux. Donc moi je vais vous parler de Big. Big c'est l'événement organisé par la BPI France. Big, c'est BPI France InnoGénération. C'est un événement qui est organisé à Paris tous les ans et qui est accessible à tous les entrepreneurs européens. C'est un événement, moi j'ai retenu 3-4 choses de cet événement. Le premier, c'est avantage, je veux dire. Le premier, c'est la mise en réseau, comme il disait Fleur et Swan. La mise en réseau parce que du coup on rencontre énormément, il y a plus de 20 000 passages, 20 000 entrepreneurs qui viennent présenter leur expérience durant cette journée, parce que l'événement se déroule sur une journée. On a des top speakers de grandes entreprises, c'est des PDG de grandes boîtes européennes. Donc voilà, ça c'est le réseau, on peut échanger avec ces grands professionnels, c'est super intéressant. Le deuxième point, c'est s'entraîner à faire notre pitch, parce qu'il y avait différents ateliers où on pouvait présenter notre entreprise, pitcher notre projet devant ces personnes et avoir des retours. Un autre point, c'est les investisseurs et les business angels. On a pu présenter donc notre projet à différents business angels qui étaient là réunis, il y en avait énormément, et tous organisés par
par catégorie, enfin par domaine professionnel. Donc nous, on a rencontré un business angel dans le domaine de la santé. Aussi, oui, j'allais oublier, le grand point important du BIG, c'est les conférences thématiques. Il y a énormément de conférences qui correspondent à dans divers domaines. C'est accès, c'est libre, c'est sur inscription. Voilà. Cool. Ah oui, bah oui, et quand même. Le dernier événement du coup de cette journée, c'était la remise des prix Pépites. Donc c'était la réunion de tous les lauréats Pépites nationaux donc on a été récompensés. On a présenté notre projet devant la ministre de l'Éducation, Madame Vidal, mais aussi différents acteurs de l'entrepreneuriat. Voilà, c'était une journée super intéressante. Cette journée, du coup, normalement, habituellement, elle est organisée à Paris. Cette année, on a la chance, je sais pas, hein, à cause du Covid. Ça va être organisé en distanciel, donc accessible par tout le monde, même ici. Surtout, faut pas hésiter. Les conférences thématiques sont sur inscription et très, très, très intéressantes. Voilà. Je crois que c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Merci et félicitations pour l'année dernière. Il reste plus personne. Je vais maintenant laisser la parole à Christophe Carbou, le directeur de l'incubateur, qui va vous parler de comment construire l'entrepreneuriat de demain. Bonjour tout le monde. Alors en parler, oui. Je vais faire surtout le petit propos introductif par rapport à, je crois, une table ronde, c'est ça ? Où d'autres pourront très largement exprimer, je pense, quelque chose sur le propos. Moi, je vais simplement faire un propos introductif sur comment nous, au niveau de l'incubateur, de l'accélérateur, on a vécu cette année, qui est un peu particulière. On parle de la crise Covid. Alors, crise Covid, alors, le terme de crise, je ne sais pas s'il est en fait tout à fait adapté. Une crise, c'est censé être un moment transitoire entre deux états stables. Crise de nerfs, crise d'urticaire, on sait qu'avant ça va bien, après normalement on est à peu près dans le même état, ça va bien, et on a ce moment très ponctuel où ça va pas. Et crise Covid, je ne sais pas si vous avez vu la fin, moi je cherche toujours, et on se pose la question en fait si on est vraiment sur une crise ou sur quelque chose qui obligera finalement à venir modifier nos habitudes et nos façons de travailler et nos façons d'aborder le quotidien. En tout cas, nous, on l'a vécu et on le vit. Donc, comment construire l'entrepreneuriat de demain autour de ce sujet ? On le vit et on n'a pas de réponse. Voilà. Je pourrais arrêter là, vous ne serez pas très avancé. Mais on constate que les choses changent. On a vu dans nos projets certains être foudroyés par cet événement Covid. On a des projets notamment qui tournaient autour du secteur du tourisme. On avait une porteuse de projet là, qui avait développé une solution de paiement sans contact à destination des croisiéristes. Je ne sais pas si le terme croisiériste restera dans le dictionnaire. Donc c'est compliqué, c'est un projet qui a été immédiatement stoppé. Elle a eu l'intelligence d'ailleurs de rebondir et de faire tout de suite autre chose. C'est pas longtemps posé la question et aujourd'hui elle a, comme on dit dans nos termes, pivoté et elle s'est orientée vers de nouvelles activités. Pour nous autres porteurs de projets, ça dépend des secteurs d'activité. Quand vous portez une biotech et que vous développez des produits intéressants pour la cosmétique, vous avez vu, les magasins restent achalandés et les produits sortent toujours, donc eux continuent. Malgré tout, on a des impacts indirects. Alors certains projets, comme je vous le disais, ont été directement foudroyés. D'autres vivent très difficilement malgré tout la situation. Que ce soit au niveau de la commande publique, on a eu des baisses. Que ce soit au niveau de la possibilité, la mobilité des personnes et des moyens. Vous connaissez la situation du territoire et partout dans le monde, on circule beaucoup plus difficilement. Et pour beaucoup de nos projets qui maintenant sont matures, donc je rappelle, on existe depuis 6 ans en termes d'accompagnement. C'est aujourd'hui 55 projets qui ont été accompagnés. Et on en a une quinzaine aujourd'hui qui sont dans un état de maturité, qui font qu'ils ont réussi sur le marché calédonien, qui est, on va dire, le bac à sable pour démontrer que c'est faisable. Et ils sont à un stade où ils ont passé un cap un peu au-delà de ce que vous connaissez à Pépite. Et aujourd'hui, ils proposent une solution d'intérêt au niveau international et il faut sortir du territoire. C'est-à-dire qu'on ne vend pas, même si les moyens, vous l'avez vu, de communication
et notamment de visio se sont très largement répandues grâce un peu à la situation Covid, on ne vend pas une innovation sur Skype. Il faut se déplacer, il faut aller voir son marché. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de se déplacer. En plus, c'est se déplacer où pour beaucoup d'acteurs, ce sont les conventions d'affaires qui sont le lieu où il faut être. Et on a vu, alors certaines conventions d'affaires passent en distanciel et sont accessibles à distance. Tant mieux pour tout le monde parce que ça nous ouvre des possibilités. Donc il y a quand même quelques avantages identifiés, mais il y a eu surtout beaucoup de conventions qui ont été annulées. Voilà, partout dans le monde. Et c'est des opportunités en moins pour nos entrepreneurs innovants que de positionner leurs produits ou leurs services. Donc on a ce constat. Est-ce qu'on a moins de projets? Non. Alors, on a eu cette année 45 candidatures. C'est plus que l'année dernière, c'est plus que les années d'avant. On va rentrer au final en fin d'année 15-16 projets, ce qui est beaucoup. On a aujourd'hui en accompagnement 27 projets. On est sur une volumétrie qui correspondrait normalement en métropole à un bassin de 1 million d'habitants. Donc on a une densité très intéressante de projets, de très bonne tenue, et on n'a pas vu de baisse. Bien au contraire, je dirais que la période liée en ce moment à cette incertitude du lendemain a plutôt généré ou réveillé des intentions qui se sont manifestées et d'acteurs qui sont venus nous voir. Donc on a des projets très intéressants. Ceux qui étaient en accompagnement et continuent d'être en accompagnement souffrent, comme tout le monde. Je pense que tous les entrepreneurs de la place pourront dire que c'est pas facile en ce moment. Et après, la grande question qui s'est posée, c'est surtout pour la deuxième étape, qui est celle du changement d'échelle. Je rappelle, dans un projet, vous démarrez, vous faites votre preuve de concept, votre démonstrateur, puis après, vous conquérir un marché, et si possible à l'international, sur les sujets les plus prometteurs. Et c'est le moment où il faut consolider ses fonds propres, il faut aller chercher des fonds. Et il y a eu une vraie inquiétude dans nos métiers. Et on travaille en réseau, on travaille avec 80 incubateurs, accélérateurs dans un réseau qui s'appelle Retis. Et on a eu pas mal de sessions de travail. Et pour savoir si finalement les fonds d'investissement, eux, désertaient la place suite à Covid. Et l'information intéressante, c'est que non, c'est-à-dire que les moyens mis à disposition des entrepreneurs et des entrepreneurs dans l'innovation n'ont pas baissé. Par contre, très clairement, ces fonds d'investissement se sont repositionnés, tous complètement. Alors, des secteurs ont été complètement désertés, le tourisme, etc. Il ne faut pas essayer d'aller chercher des fonds à ce niveau-là, sauf si vous tentez le virtuel. Mais à l'inverse, des acteurs comme Doctolib, télémédecine et consultation à distance, vient de passer le cap de valorisation du milliard d'euros et a fait sa 6e levée de fonds pendant la période Covid. D'autres acteurs dans le numérique, Zoom, toutes ces plateformes-là se sont consolidées et ont très largement su se développer pendant cette période. Donc on va dire qu'il y a une adaptation de tout l'écosystème qui se cherche encore, parce que la situation est loin d'être stable. On n'est pas sorti d'une crise, on poursuit un parcours dans une crise en ce moment, et on observe en ce moment des secteurs d'activité se porter mieux, d'autres à l'inverse potentiellement péricliter. L'autre point qu'on peut dire aussi, et là c'est les échanges que j'ai avec mes alter ego des autres dispositifs un peu partout en Europe, c'est qu'on a quand même la chance sur le territoire d'être Covid-free, ce qui nous encombre beaucoup moins quand même au quotidien dans notre vie courante. Pas de masque, pas toutes ces problématiques, pas de bar qui ferme le soir, etc. Et mes collègues en métropole sont très impactés. Certains travaillent avec des espaces de coworking qui sont désertés et repensent même leur modèle. On a vu des espaces de coworking aujourd'hui fermer leurs portes privées. Il y a des très grandes franchises qui étaient sur des succès internationaux, qui ont juste fermé parce que c'est juste interdit aujourd'hui. C'est difficile de coworker dans un environnement Covid. Donc on a la chance d'être Covid-free, tant mieux, tant que ça dure. Et c'est quand même une singularité qu'on a, et on n'est pas nombreux, je pense, en termes de nombre de territoires sur la planète, à pouvoir prétendre sereinement être Covid-free. Il y a ceux qui le déclarent, mais finalement, ils font juste pas de test. Puis il y en a comme la Corée du Nord qui disent qu'ils le sont, mais c'est un peu difficile à vérifier. Donc on a quand même vraiment cette chance. Donc voilà, juste pour dire, moi j'ai pas aujourd'hui de réponse sur la question comment construire l'entrepreneuriat de demain de manière sécure. Oui, les projets sont toujours là, il y a manière à faire. Et par ailleurs, ça c'est aussi un constat, dans l'innovation, qui est notre sujet de prédilection, on innove sous la contrainte. Quand vous êtes dans une situation rentière, tranquille, vous n'avez absolument aucune raison de prendre du risque.
rien ne vous mobilise à aller chercher le risque. Donc c'est bien dans les périodes transitoires que généralement on voit sortir les plus belles évolutions. Et on l'a vu nous aussi. Alors, je sors du milieu de l'aéronautique, j'ai travaillé 10 ans dans ce secteur-là. C'était quand même un peu plomb-plomb hein, dans le secteur aéronautique depuis 30 ans. 30 ans, c'est la date à laquelle l'A320 et compagnie ont été créés. Ils volent toujours et on continue d'en fabriquer. Enfin, on en fabrique un peu moins maintenant. Le secteur de l'aéronautique a pris de plein fouet Covid. Et on revoit maintenant des projets qui étaient dormants, en sommeil. Aucune raison de les mobiliser. C'était un secteur qui était florissant sans forcément faire beaucoup d'efforts. Et là, on revoit le secteur aéronautique se dire on va peut-être remobiliser nos ingénieurs pour faire l'aviation de demain, une aviation sans impact environnemental, etc. Et vous avez peut-être vu sur Internet des projets, notamment chez Airbus, d'avions très innovants, sur lesquels, ça y est, ils se remettent à plancher, parce que la période est à la contrainte, et que c'est sous la contrainte, en général, qu'on passe le cap de l'innovation. Voilà pour mon propos, et pour illustrer par rapport à nos activités. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition, mais je vais surtout laisser la place pour la table ronde, pour continuer sur le sujet. Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler Zoé Tivet. Je vais y arriver. Si elle veut bien me mettre là. Cédric Cateau et Xavier Benoît, s'il vous plaît, pour s'installer à la table ronde. T'as un deuxième micro? Tu peux me donner l'autre micro, s'il te plaît? Bonsoir, merci d'être venu. Je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Honneur aux dames. Bonjour, Zoé Tivet, membre de l'équipe Testéum. Testéum, c'est un projet intrapreneurial qui est porté par la société iTest, une société calédonienne spécialisée dans le test logiciel. Testéum, c'est une plateforme qui met en relation des entreprises qui ont besoin de retours utilisateurs et des personnes comme vous et moi qui ont peut-être besoin d'un complément de revenus. Voilà, on a été accompagné en particulier par la DECAL. Donc dans ce contexte, nous connaissons Christophe Carbou qui vient de parler. Et je passe maintenant la parole. Bonsoir, Xavier Benoît. Donc, je suis directeur général d'une société qui s'appelle BlueScope Acier, qui est basée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. En Polynésie, pas encore, ça vient, mais au Vanuatu. Donc, on pourra parler effectivement en matière d'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on fait pour manager une entreprise à distance? Et puis, je suis président de la Fédération des industries Nouvelle-Calédonie et mes heures perdues. Et comme Catherine me regarde avec un œil noir, aussi président du conseil de l'IUT, ce qui est une belle expérience. Bonsoir et merci de nous accueillir. Donc Cédric Cateau, moi je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale il y a une quinzaine d'années à peu près. J'ai commencé dans la restauration rapide avec une enseigne qui s'appelle Quick, et puis j'ai évolué dans d'autres enseignes, Mango, le prêt-à-porter féminin en particulier, plus récemment les salles de sport Fitness Park. Et puis d'autres projets comme ça. Donc je suis un petit peu plus ce qu'on appelle le brick and mortar. Donc c'est la vieille génération. C'est-à-dire que quand j'entends vos projets, moi je suis vraiment ébloui par la richesse et puis ce côté innovation dont vous parlez beaucoup mieux que la vieille génération qu'on commence à représenter malheureusement. Voilà. Et pardon, je suis aussi élu à la Chambre de commerce et d'industrie dans le secteur des services. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Pour nous lancer un petit peu sur le sujet, est-ce que vous pourriez nous clarifier un peu le terme de qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat pour vous? Alors moi je trouve qu'il y a je me lance, mais c'est une question très difficile parce qu'il y a beaucoup de notions qui sont associées derrière. Je trouve qu'il y a une chose qui a été très bien faite en début d'année, mais alors vraiment très bien faite. Ça s'appelle Hausse ta boîte. Et la quintessence de l'entrepreneuriat, pour moi, elle est révélée par ces jeunes qui sont dans Hausse ta boîte et qui ont ces trois lettres-là, ose, prendre son destin en main, vivre son rêve, investir ce qu'on peut trouver, convaincre d'abord sa famille, ses business angels, puis des investisseurs un petit peu plus
calibré pour porter ce projet-là. Ça représente pour moi l'entrepreneuriat. C'est une version un petit peu légère, mais je trouve qu'elle est très parlante. Pour être un peu plus académique, pour moi l'entrepreneuriat c'est la création de richesses et d'emplois par la création ou la reprise d'une entreprise. Voilà, donc je le vois comme ça. Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'âge pour lancer dans une entreprise. Mais effectivement, je pense que par contre, il y a beaucoup de choses qui vont changer ou qui ont changé dans ce qu'est l'entrepreneuriat aujourd'hui dans le monde et en Nouvelle-Calédonie. Et je pense que l'enjeu, il est bien là pour nous, c'est de savoir quel sera l'entrepreneuriat de demain, puisque effectivement, alors Cédric nous a rappelé quand il était des dinosaures, mais alors on va être doublement des dinosaures bientôt, parce qu'effectivement, je crois que l'entrepreneuriat et l'entreprise de demain n'aura plus rien à voir, ou peut-être n'a déjà plus rien à voir avec ce qu'on a pu connaître à notre niveau. Moi, l'entrepreneuriat, ça rime avec la notion de valeur, donc la création de valeur. Et ce qui peut changer peut-être l'entrepreneuriat de demain, c'est ce changement de notion de valeur. Auparavant, très centré autour du profit. Là, il y a d'autres strates qui viennent s'ajouter au fil du temps, notamment la strate sociale, sociétale et environnementale. Donc si on change cette notion de valeur, ça change aussi la notion qu'on va avoir de l'entrepreneuriat et de ce qu'on va vouloir avoir derrière. Merci beaucoup. Et du coup, on parle de 2020, on parle de la crise du Covid, mais qu'est-ce qui serait à retenir de 2020 dans le domaine de l'entrepreneuriat? Des erreurs à pas refaire, des choses à faire. 2020, c'était quand même un petit peu un électrochoc. Ça rappelle un petit peu que tout peut s'écrouler à tout moment. Donc c'est pas la première crise, si on peut parler de crise, comme le rappelait Christophe. Mais il y a la notion de résilience qui est de plus en plus mise en avant et qui semble de plus en plus nécessaire. Donc la résilience, c'est pas quelque chose qui peut se révéler forcément après une crise, c'est quelque chose à laquelle il faut penser même quand ça va bien. Et donc peut-être que 2020 ça a pu permettre de remettre cette notion en valeur, en avant. 2020, je pense que ça nous aura rappelé, et Christophe a donné quelques exemples toujours, qu'une entreprise c'est un être vivant. Et un être vivant, ça peut mourir. Effectivement, quand la crise elle est trop violente, l'entreprise peut mourir. Et on ne faut pas forcément l'identifier comme un échec. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a tout un chemin à parcourir encore à notre niveau. Je peux avoir un échec dans mon entrepreneuriat, je peux avoir un échec avec mon entreprise. Mon entreprise peut mourir et ça peut ne pas être un échec. Et ça, je pense que 2020 nous l'aura rappelé. Et en Calédonie, on a quand même quelques entreprises qui tremblent aujourd'hui, parce qu'elles ne savent pas si elles passeront le cap de l'année 2020. Donc ça, c'est un élément important. Et après, moi, le 2020, au niveau de l'entreprise, ça m'aura appris ou réappris deux choses importantes. La communication, mais la communication, pas la communication bling-bling, la communication entre les gens. Et apprendre à communiquer dans l'entreprise, la force de la communication avec les salariés, la force de la communication avec les clients, la force de la communication avec les fournisseurs, ça a été un élément, moi j'ai appris, je ne suis pas un très bon communicant, donc j'ai appris à ce niveau-là. Et la deuxième chose que j'ai réapprise, c'est la bienveillance, la force de la bienveillance dans la relation. Et j'arrête pas de rappeler que sans bienveillance, personne ne sortira de la crise dans laquelle on est engagé aujourd'hui. Alors, je crois que tout a presque été dit. On peut aussi voir que en très peu de temps, à la fois les consommateurs ont changé de façon de consommer, les entreprises ont dû changer de façon de travailler. Est-ce que c'est durable ou pas, comme Christophe le disait, on n'en sait rien. Est-ce que c'est des pistes de réflexion? Ça me paraît être une évidence. Ce que tu disais est assez juste, le mot résilience, si je devais
j'avais pensé à 3 mots qui devaient nous faire réfléchir autour de l'entrepreneuriat de demain. C'est la résilience, c'est l'innovation, mais vous en parlez mieux que moi, et c'est l'adaptabilité. Et c'est ce qu'on vient d'illustrer juste avant sur la façon dont un business model aujourd'hui, dans sa durée, est probablement plus que nous on a pu vivre. On ne se projette pas nécessairement sur un business model qui durera 10, 15, 20 ans, mais sur un business model qui, au bout de 5 ans, arrivera peut-être à la fin de son cycle parce que une crise, parce qu'un mode de consommation, parce qu'une innovation technologique va venir bousculer tout ça. Et ce sera à travers un concurrent, ce sera à travers une réglementation, ce sera à travers une fiscalité, mais en tout cas, il faut être dans cette anticipation-là. Moi, j'ai une petite question, c'est que aujourd'hui, le numérique, ça va prendre place dans notre société, et souvent on confond un petit peu start-up et forcément numérique. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que forcément, enfin, je sais que c'est pas le cas, mais souvent on se dit que innover, c'est forcément passer à quelque chose de numérique, c'est les applications, c'est des sites internet, c'est tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'imagine que oui, on pense beaucoup à ça. La réalité, c'est que l'innovation, vous la trouvez dans quasiment tous les domaines de l'entreprise, hein, dans la gestion des ressources humaines, dans la communication, le marketing, les réseaux de distribution. Est-ce que ça a besoin d'avoir une notion technologique derrière? Pas nécessairement. Ça peut être une façon de repenser les choses. Moi, pour le coup, les startups dans lesquelles je n'ai fait quasiment que de la startup dans ma vie, il n'y en a pas une qui touche à la technologie. En tout cas, je suis plutôt très mauvais à ça. Après, vous aviez dit que vous étiez un vœu de la veille, donc c'est un peu normal. Merci. Bah donc, je ne vais pas répondre. Bon, pas du tout. Dire que l'innovation, elle n'est pas forcément numérique. Le numérique, ça peut être juste un outil de développement d'une activité ou d'un mode de fonctionnement. Et effectivement, sur ce que dit Cédric, l'innovation, elle peut être. Enfin, l'innovation, elle est multiple. Et puis, il ne faut pas croire que l'innovation, elle n'est que création. Ça peut être aussi une innovation adaptation. Elle peut être dans des secteurs. Et moi, une des dernières innovations dont je suis très fier, comme je sais qu'il n'y a pas de syndicats de salariés qui sont représentés ce soir, je peux en parler. Mais dans l'entreprise, on a créé notre premier conseil d'entreprise. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas en Nouvelle-Calédonie, mais c'est un retour d'expérience qu'on a eu de la crise Covid, sur la partie confinement de la crise Covid. C'est que tous les 2 jours, on réunissait dans l'entreprise, donc sur tous les sites, c'est-à-dire que Nouméa, Koné, Port-Vila, on réunissait tous les élus des salariés de l'entreprise. Et à la fin du confinement, le premier retour d'expérience des salariés, ça a été de dire il faut qu'on continue à se réunir tous ensemble. Parce qu'effectivement, il y avait un peu des délégués du personnel le lundi, la semaine d'après un peu de conseil de comité d'entreprise, et puis après un peu d'HSE, enfin CHSCT, et puis après un peu de DS qui viennent, délégués syndicaux qui viennent négocier. Et ils disaient, mais quand on est tous ensemble, on comprend beaucoup mieux les problématiques, on n'a pas besoin de saucissonner. Et donc on a dit ok, donc on se lance, et puis on a créé ce premier conseil d'entreprise. Alors évidemment, dès le lendemain de la signature de l'accord pour cette création du conseil d'entreprise, j'ai reçu la première lettre de menace d'un syndicat de salariés qui me disait si vous continuez, on va vous bloquer. Et puis c'est les salariés qui leur disent non mais ça va pas bien, c'est nous qui l'avons demandé. Mais l'innovation, c'est ça aussi, et c'est pas forcément du numérique, parce que là c'est effectivement de la réunion en face à face, ou alors par un moyen numérique pour les sites qui sont pas sur Nouméa. Effectivement, bon alors nous on est une entreprise numérique, donc on pourrait être biaisé, mais force est de constater que parmi les nombreux prix qui récompensent des startups ou des idées, par exemple le Tech for Island, dedans il y avait 2 entreprises calédoniennes. Les 2 n'avaient pas forcément d'aspect numérique. Il y avait AEDES System, qui est un système de gouttière qui permet d'éviter la prolifération de moustiques. Ça n'a rien de numérique et pourtant c'est extrêmement innovant, c'est extrêmement vertueux, ça apporte de l'emploi, etc. Donc pas forcément. Et pour donner un exemple totalement improbable, une hache, ça existe depuis la nuit des temps. Il y a quelques années, il y a des chercheurs qui ont inventé un tout petit dispositif à mettre sur la partie métallique de la hache
qui lui permet, au moment où on frappe le bois, de séparer les fibres beaucoup mieux qu'avant. C'est un simple poids, c'est extrêmement simple à mettre en place, et pourtant, personne n'y avait pensé depuis le début de l'humanité. Pour en revenir un tout petit peu à la Nouvelle-Calédonie, est-ce que, en fait, avec la crise et, même si on a vu qu'il fallait pas appeler ça une crise, mais avec le Covid, est-ce que entreprendre en Nouvelle-Calédonie, est-ce que ça va devoir un petit peu changer? Est-ce qu'il va falloir qu'on change un peu notre vision de l'entrepreneuriat, en tout cas en Calédonie? Comme on a vu tout à l'heure, nous, on a cette chance d'être encore Covid-free. C'est une sorte de matelas qui nous permet d'amortir un petit peu ça, momentanément, pour longtemps j'espère. Mais sinon... Après, il y a beaucoup de secteurs qui n'ont pas encore repris à 100% depuis la crise. Moi, je travaille dans le secteur de l'événementiel et on est toujours qu'à 50% de reprise, quoi. Donc, et encore. Et donc, il y a plein de secteurs qui n'ont pas vraiment encore repris à 100%. Ben, voilà, il y a l'aviation, il y a plein d'autres. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, les fondamentaux de l'entrepreneuriat n'ont pas changé. Il faut y aller, quoi. Continuer, foncer. Faut qu'on. L'entrepreneuriat, ça reste quand même, et l'entreprise, ça reste le moteur de notre société. C'est une richesse. Et pour l'instant, on est sur des sociétés qui ont besoin de création de richesse. Mais après, ce qu'a dit ma voisine, c'est que la richesse, sa définition n'est plus forcément la même aujourd'hui. Et donc, je crois que fondamentalement, l'entreprise, même en Calédonie, elle a changé. Et si on l'a pas compris, on est en train de passer à côté de quelque chose. Dans les choses qui ont changé, on a une grande réunion ce matin sur la stratégie investissement et export de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne prends plus un avion toutes les 5 minutes pour aller rencontrer mon nouveau marché à l'export. Il faut que je trouve une autre manière d'accéder à mon marché à l'export. La relation sociale dans l'entreprise, elle a changé. Je suis convaincu de ça. Et ça a changé par des choses simples. Hein. La notion de télétravail. Télétravail, vous en parliez au chef d'entreprise en Calédonie il y a encore quelques mois. On a autre chose à faire que de faire semblant de prendre des congés chez soi. Parce que c'était ça la notion de télétravail. Or, aujourd'hui, le télétravail, il est au cœur de la relation sociale dans l'entreprise. Et puis après, pour être... sur des sujets qui sont plus profonds, moi je crois que la création de richesse, c'est quelque chose qui a sûrement profondément changé. L'appartenance à qui appartient l'entreprise, je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer. Et en tous les cas, c'est quelque chose qu'il faut qu'on pose sur la table. Et moi, je suis convaincu, par exemple, que les superbes réunions annuelles qu'on a dans le cadre des branches pour négocier l'évolution des salaires, où on se bat pendant des heures et des heures pour faire évoluer de 10 francs par mois le salaire, ou de 100 francs par mois, c'est quelque chose qui ne peut plus avoir lieu. Donc la notion de richesse, la notion de création de richesse, qu'est-ce que c'est que la richesse, quelles sont les valeurs portées par l'entreprise, je pense que c'est quelque chose qui a profondément changé, même si on ne l'a pas acté, et même si effectivement en Calédonie on est un peu dans une bulle aujourd'hui. On vit dans notre bulle, on se réunit encore des amphis, quelque chose qui ne se fait plus dans une grande partie du monde, et ça il faut qu'on arrive à se l'approprier, parce que le jour où les frontières elles vont réouvrir, le monde il aura changé, et nous peut-être qu'on n'aura pas complètement changé, et là on aura pris plus un avion de retard mais un train de retard, ça c'est certain. Moi, je partage ce point de vue. Les fondamentaux de l'entrepreneuriat, si on les ramène à la création de valeur et au risque qui est pris pour la création de cette valeur-là, j'ai du mal à envisager que ça puisse changer. Le contexte dans lequel l'entrepreneuriat va se faire, il a déjà changé. Et je ne sais pas à quoi ça ressemblera demain, mais encore une fois, moi je suis convaincu que la notion d'horizon ne sera plus la même. Elle va être de plus en plus proche. Elle va demander du coup une capacité à changer, à s'adapter, à faire de la veille, mais de la veille pas simplement concurrentielle, de la veille de technologie, de la veille de modification de comportement de ses consommateurs, de la veille de comprendre comment ses salariés ou ses associés veulent travailler avec nous. Et c'est ce qui fera qu'on aura des entreprises agiles ou pas. Et la crise du Covid, un jour, elle sera derrière nous, ou de la Covid, pardon.
Mais il y en aura d'autres, lesquels on ne sait pas, sous quelle forme on ne sait pas. Moi j'ai le souvenir, quand je me suis lancé dans l'aventure il y a 15 ans, dans les quelques années qui ont suivi, moi j'avais un business plan dans lequel j'avais optimisé ma notion de risque personnel. Moi j'aimais pas la notion de dépendance à quelques clients, donc je voulais pas être en B2B, je voulais être en B2C. J'avais pas de capacité financière particulière, donc j'avais pas vraiment envie d'avoir quelque chose qui ait beaucoup de capex ou de stock. Et puis j'avais pas envie de dépendre de l'homme clé. Donc ça m'a défini un petit peu. Alors je me retrouve à faire de la restauration rapide, mais c'était ma traduction de mon appétit au risque et du type d'activité que je voulais lancer. Et ce qu'il n'y avait pas du tout, c'est ce qui s'est passé ensuite. Le SMG est passé en 3 ans de 120 000 à 150 000, l'année de l'ouverture. Et ça, c'était pas anticipé. Et dans les années qui ont suivi, il y a eu quelque chose qui s'appelle l'emploi local. Dans de l'activité comme la restauration rapide, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Il y a eu, un peu plus tard, il y a eu de la TGC. Entre-temps, il y a eu l'IRVM qui est passé de 13,25 à 18. Puis il y a eu le Covid, enfin, ou la Covid. Encore une fois, l'anticipation, elle est extrêmement limitée. Et je pense que ce sera ces événements qui peuvent être de plus en plus rapides et rapprochés. Il faut savoir pas forcément les anticiper, mais en tout cas y faire face. Et la notion de résilience, elle intervient là pour moi. Et je ne parle pas de l'avenir institutionnel où, quand il y a 15 ans, on était encore sur ces belles années calédoniennes, de ces usines de nickel dans tous les sens. Aujourd'hui, on n'est pas dans le même climat. Mais ça peut avoir un impact comme la Covid. Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais il faut l'anticiper aussi. On parlait de télétravail et des valeurs qui changent. Est-ce que vous pensez que ça va perdurer en fait dans le temps pour demain en fait? Est-ce que là on change plein de choses parce que on a cette crise sanitaire, mais est-ce que dans un futur proche ou plus ou moins lointain, quand ce sera passé, est-ce qu'on va continuer à faire du télétravail? Est-ce qu'on va continuer à avoir ces valeurs qui auront un petit peu changé? Ou est-ce qu'on va revenir exactement à ce qu'on avait avant? Alors juste pour essayer de commencer à répondre à la question, 2 jours avant que les frontières de Nouvelle-Calédonie ne se ferment, j'ai croisé un élu de Nouvelle-Calédonie en disant c'est un peu compliqué quand même ce qui est en train de se passer. Donc c'était en mars pour resituer. Et cet élu me répond non mais Xavier, c'est quand même pas un bout de grippe qui est en train de se développer dans le monde et qui va nous bousiller la vie et qui va nous changer notre modèle. J'étais à ce moment-là avec un nouveau manager qui partait s'installer et prendre la responsabilité de notre usine de Port-Vila. Imaginez, cette personne, elle est arrivée le 1er mars en Nouvelle-Calédonie. Mi-mars, elle part à Port-Vila, elle prend ses responsabilités. Covid, cyclone, quelques problèmes internes. Il est toujours en place. Donc lui, en matière de résilience, je pense qu'il a fait la preuve. J'ai pas de souci. Mais aujourd'hui, on est incapable de répondre à votre question. Moi, je suis incapable de répondre à votre question. Aujourd'hui, qui peut nous dire quand est-ce que les frontières vont se réouvrir? Qui peut nous dire quelles sont les entreprises qui vont passer le cap de l'année 2020? Est-ce que quelqu'un peut nous dire, est-ce que Aircalin va survivre à la crise? Est-ce que Aircal va pas changer son modèle pour pouvoir survivre à la crise? Donc moi, je pense que personne n'est capable. Et le terme qu'a utilisé Cédric, à mon avis, est essentiel. Agilité. Agilité. Aujourd'hui, vous avez un banquier qui vous pose des questions quand vous sollicitez un financement pour vos entreprises. Voilà, j'ai envie de financer une nouvelle activité. Et donc le banquier me dit très bien, quel est votre business plan sur la durée de financement? Et je ne suis même pas capable de répondre aujourd'hui. Je ne suis pas capable de répondre. Donc il va vraiment falloir que je développe une nouvelle agilité. Par contre, il ne faut pas qu'on en oublie les fondamentaux. Pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Sur les fondamentaux, connaissance de mes clients, connaissance de mes fournisseurs, connaissance des salariés, niveau des compétences pour faire fonctionner. Donc il y a des fondamentaux qui doivent rester. Mais je suis incapable de répondre à votre question. Que sera demain? Je ne sais pas. À l'instar de Xavier, je suis dépourvue de boule de cristal. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ça a pu créer un précédent dans pas mal d'entreprises qui ont mis en place le télétravail. C'était une première pour beaucoup. Et même si ça n'a duré que un mois et demi,
c'est quelque chose qui a ouvert des prises de conscience, et par la suite, il y a beaucoup de réflexions qui se font au sein des entreprises sur comment pérenniser ça sur le long terme, comment autoriser tel nombre de jours de télétravail. C'est quelque chose qu'ils n'envisageaient pas au départ. Ensuite, ils ont été contraints de le faire, et cette contrainte va permettre maintenant de librement voir des possibles qui s'ouvrent. On a ouvert la porte et maintenant on peut passer, c'est ça en gros. Et super. Je crois que j'ai une question par là. Ici, et puis... Alors oui, alors il y a des métiers de toute façon qui ne seront pas concernés par le télétravail, en l'occurrence les miens. Et donc, en revanche, effectivement, ça a créé un précédent. Ça a fonctionné dans certains cas. Ça a pu avoir des avantages. Je pense qu'il y aura aussi d'autres discussions à avoir derrière. C'est-à-dire que est-ce qu'un employé qui travaille de chez lui a droit à indemnisation du bureau qu'il occupe chez lui? Et du coup, est-ce qu'on devient dans une logique de contractualisation entre l'entreprise et le salarié pour les 20 mètres carrés occupés tant d'heures par jour de son bureau avec une forme de bail ou j'en sais rien? Là, on a eu une réponse rapide qu'il fallait mettre en place et qui a plutôt fonctionné dans beaucoup d'entreprises. Moi, j'ai fait beaucoup de télétravail pendant la période de confinement, mais si ça devait perdurer, sous quel format ça le ferait? Je pense que ce sont des questions qui seront assez intéressantes. Mais je suis persuadé que en tout cas les syndicats professionnels et patronaux et d'employés auront de bonnes discussions autour de ces modèles-là. Alors, moi, j'aurais une question. En tant que jeune entrepreneur, on se pose pas mal de questions avec Fleur. Il y a le référendum qui arrive. Et nous, on pense à l'avenir et on voulait savoir, est-ce que vous auriez un avis, une opinion par rapport à la situation économique qui pourrait se passer après, et comment l'entrepreneuriat pourrait se passer après. Alors, je sais que c'est un peu une question délicate, mais voilà. Alors, la question n'est pas délicate. J'ai eu le conseil d'administration de BlueScope Acier il y a quelques semaines. Et donc, les salariés ont un représentant au conseil d'administration. Et c'est une question que les salariés ont posée officiellement en conseil d'administration au groupe. On est raccroché à un groupe, même si on a un actionnariat local, etc. Et le groupe, réponse très anglo-saxonne, mais à mon avis qui n'est pas une mauvaise réponse, est de dire est-ce que le business va s'arrêter quelle que soit la réponse au référendum? Le monde va continuer. Et aujourd'hui, il y a une chose qui est certaine. Ça, par contre, je vais vous dire, le 5 matin, on va se lever et on va aller travailler. Le 5 matin, on va se lever et on va aller travailler. D'accord? Après, il y aura sûrement quelque chose de différent à construire, quelle que soit la réponse qui sera apportée. Mais le business, il va continuer. Et comme de toute façon, avec la crise qu'on vient de connaître, l'agilité, l'adaptation, ça va être un élément essentiel. De toute façon, il faudra qu'on s'adapte. C'est-à-dire qu'on ne va pas se pétrifier que le résultat soit oui ou non après à la question qui sera posée le 4 octobre. L'activité, elle va continuer d'une manière ou d'une autre. Le 5, on va se réveiller, on va aller travailler, on va créer de la richesse, on va porter des projets et on va développer. Après, Simon, il y aura sûrement des modifications, que la réponse elle soit oui ou non. Mais c'est comme si moi je disais à l'université, parce qu'il y a une demande qui a été faite pour voter l'article 27, est-ce que l'université elle va s'arrêter de travailler demain matin? Non, elle va essayer de s'adapter à la réponse politique qui sera apportée. L'entreprise, ce sera la même chose. L'entreprise, elle va s'adapter. Après, on peut individuellement préférer une solution plutôt qu'une autre. Ça, c'est un choix individuel. Mais en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, je vais continuer à créer de la richesse, je vais continuer à créer des emplois, je vais continuer à faire vivre mes entreprises. Et je peux vous en parler parce que l'entreprise qu'on a créée, la filiale qu'on a créée au Vanuatu, justement, c'est une entreprise qui s'est créée après un changement, alors pas institutionnel, mais un changement de règles. On parlait tout à l'heure des règles qui vont changer parfois nos activités. Il y a eu un changement de règles, c'est-à-dire que le Vanuatu a fermé ses frontières pour l'acier qui était transformé. Finalement, on a dit, nous, on veut continuer à travailler, donc on a créé une entité au Vanuatu. Donc, on s'adaptera, l'entreprise s'adaptera et les entrepreneurs s'adapteront. C'est pas notre propos non plus de faire de la politique là-dessus, mais la réalité c'est que les entreprises aiment la stabilité en général, aiment de la visibilité, et il y a un indice qui est important, c'est la confiance des entrepreneurs.
quelle que soit la solution qui sera retenue à l'issue d'un référendum, deux référendums, trois référendums, tant qu'on a obtenu derrière une certaine forme de visibilité, une certaine confiance, ça se passera plutôt bien. Si en revanche on n'a pas ça, moi je suis un petit peu moins serein, parce que quel que soit le pays dans lequel on est, s'il y a des vagues, s'il n'y a pas de visibilité, s'il y a des swings dans une politique fiscale, dans une politique économique, là, à un moment on est capable de s'adapter, mais qu'à la vitesse à laquelle les entreprises peuvent le faire. Donc c'est un petit peu de la langue de bois, mais fondamentalement l'entreprise fonctionne autour de ces besoins-là. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question dans la salle? S'il vous plaît, je commence à être à court de questions. Ah, il m'en reste une au cas où, mais... Non, personne? Evelyne? Non? Il n'y a vraiment aucune question? Vous avez tout répondu déjà? C'est incroyable. Bah sinon, on clôture avec ma dernière question. Moi, je voulais savoir, on en a déjà un petit peu parlé des qualités qu'il faut avoir, mais est-ce que si on pouvait faire un petit résumé des qualités d'un entrepreneur de demain, qu'est-ce que ce serait, s'il vous plaît? Je pense qu'il y a une qualité d'écoute de son environnement qui est essentielle. Et aussi, Fleur et Swan en parlaient tout à l'heure, l'importance du réseau. Le fait de s'entraider les uns les autres, et ce qu'on a pu voir tout à l'heure, voilà, des jeunes entrepreneurs qui travaillent ensemble, qui avancent ensemble, qui sont entourés d'une grande communauté d'entreprises, d'institutions. C'est ça, je pense, qui est très important, fondamental quand on démarre quelque chose. Ouais, non, moi c'est le coup de bol. J'ai une seule question anticipée sur laquelle j'avais des réponses déjà écrites. Je vais en profiter du coup. Alors, on a parlé d'agilité. Moi, c'est le premier élément. Il faut être touche à tout, capable de se réinventer son business model. Je crois qu'il faut rester audacieux, mais vous l'êtes quand on voit vous présenter. C'était une évidence. Hein. Continuez à enfoncer des portes qu'on vous ferme. Il faut être prévoyant maintenant, je crois que c'est peut-être la grande nouveauté. Il faut constituer des réserves, je parle de votre bilan, des stocks, dans ce type d'activité, on le voit. Il faut assurer ce qui peut être assuré ou assurable. Il faut être alerte, c'est cette partie de veille concurrentielle, client, consommateur, employé. Il faut être entouré. Je crois que c'est important aujourd'hui. Donc, c'est créer votre réseau. Vous en avez très très bien parlé d'ailleurs tout à l'heure, si vous l'aviez remarqué. Il faut être convaincant. Alors ça, c'est des capacités à être un leader d'équipe, mais à savoir être tu en parlais même toi tout à l'heure, d'être un bon communicant au niveau de la puissance publique, au niveau de ses syndicats, au niveau de ses investisseurs, des médias. Enfin, il faut savoir se vendre. Et il faut être conscient, mais là vous en parliez tout à l'heure, en devenant entrepreneur, on est aujourd'hui un acteur du changement. Ça touche à toutes les questions du RSE, mais c'est une évolution qui était moins présente à l'époque où moi je m'étais lancé, mais qui aujourd'hui est devenue une réalité, et c'est plutôt une bonne réalité. Du coup, vous disiez que vous aviez préparé des questions, vous voulez nous en parler? Il y a des questions qu'on n'a pas fait que vous vouliez faire? Moi, je pense qu'il y aura peut-être en conclusion, mais c'est comment est-ce qu'on peut aujourd'hui accompagner l'entrepreneur de demain. Nous, c'est un thème qui nous tient, alors, je ne sais pas où est Sophie, mais qui tient beaucoup à cœur au niveau de la Chambre de commerce. Et on est aujourd'hui dans une logique de dire... Alors moi je suis ravi parce que je vois que l'entrepreneuriat réunit beaucoup de monde, qu'il est de plus en plus jeune. Alors, nous on veut aller chercher encore plus jeune. Alors, on a lancé aujourd'hui un événement qui aura lieu en novembre, qui s'appelle le Rendez-vous des petits entrepreneurs, hein, dans lequel des enfants de 6 ans à 17 ans, enfin des enfants et des adolescents, seront appelés pendant une journée à être entrepreneurs d'un jour, avec une vente de services, de produits, etc. Moi, ça me tient énormément à cœur. On sera présent sur 5 destinations, Nouméa, Koné, Lifou, Pointe-Dimier et Bourail. Et voilà, il faut l'esprit pionnier calédonien, il existe, il a toujours existé, il faut peut-être le réinventer, mais en tout cas il faut attiser les braises pour que cette flamme continue. Donc moi c'est peut-être ma conclusion d'ailleurs, mais voilà. L'entrepreneur de demain, avoir envie.
je pense que c'est la première chose. Le jour où on n'a plus envie, il faut s'arrêter. Donc avoir envie, savoir s'entourer. Et ne jamais oublier qu'on n'est pas bon par ses compétences, on est bon par les compétences des gens qui nous entourent. Donc ça c'est un vrai défi. La notion de réseau, avoir des valeurs et les partager. Je pense que c'est pour l'entrepreneur de demain, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis effectivement s'intégrer dans un réseau. Donc ici des représentants de fédérations patronales, donc n'hésitez pas à adhérer à ces fédérations patronales. Ils sauront vous accompagner dans votre quotidien, parce que adhérer à un réseau, c'est aussi se donner une capacité à respirer. Quand on est entrepreneur, on est le nez dans le guidon toute la journée. Et il faut qu'on arrive à prendre du recul parfois sur son activité. Et pour prendre du recul, il faut pouvoir respirer. Pour respirer, il faut les partager avec d'autres, ces problématiques, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul. Et le plus grand risque pour un entrepreneur, c'est de se retrouver tout seul, et notamment quand il est en difficulté, de ne pas être capable d'aller partager avec d'autres. Et en partageant, on s'aperçoit que finalement, nos difficultés, c'est pas tant des difficultés, ça peut être des opportunités, et qu'il faut s'appuyer dessus. Pour moi, il y a une grande question autour des représentations de l'entrepreneuriat. Une étude récemment a montré que 19% des actifs français avaient une idée d'entreprise, mais n'osaient pas forcément se lancer. Et parmi les freins, il y a énormément de freins qui tiennent à ces représentations. Donc peut-être l'impression de se retrouver tout seul, de se lancer dans le bain et d'être vraiment tout seul, pas accompagné, d'uniquement injecter ses fonds personnels, une certaine idée du risque. Et en fait, il y a pas mal de choses qui peuvent être débloquées par de la formation, par de l'information, et par peut-être des étapes intermédiaires, peut-être avant de devenir entrepreneur, passer par du travail indépendant à mi-temps, comme font pas mal de personnes. Il y a énormément de modèles qui sont possibles. Donc nous, à l'échelle de Testéum, on essaye de proposer quelque chose allant dans ce sens, parce que pour que les personnes puissent effectuer ce travail de testeur chez eux, ils doivent faire des démarches administratives pour travailler en tant qu'indépendants, même s'ils ont un travail à côté, etc. Et cette familiarisation, cette acclimatation avec finalement ce paradigme pourrait être un premier pas pour convertir une partie de ces 19% de personnes, de se lancer là-dedans. Parce que parmi ces 19%, il y a peut-être énormément d'idées vertueuses qui pourraient aider la société, aider l'environnement, etc. Dans les années à venir. Alors, oui, je voudrais rebondir ce que vous avez dit. Je suis vraiment, là où j'accroche particulièrement, c'est la vision en fait qu'on a de l'entrepreneuriat. En fait, l'entrepreneuriat, moi j'ai appris ce que c'était que l'entrepreneuriat il y a à peine 3 ans. Et c'est dingue qu'en fait, depuis le primaire, le collège, le lycée, même le début d'université, on ne sait pas ce que c'est vraiment. On a encore plein d'idées reçues sur ce métier en fait. Et en fait, comme on ne connaît pas, je pense que c'est le premier frein. On ne s'avance pas dans cette direction. On suit un peu les formations initiales qu'on connaît ou qu'on nous dit d'aller, les formations à l'université. Et moi, je sais que c'était un de mes premiers freins. Et c'est d'ailleurs ce premier frein que c'est Pépite qui me l'a retiré. Et qui est Pépite qui est venu directement à moi et qui m'a dit tu peux continuer tes études, ne t'inquiète pas, mais en même temps, tu peux aussi faire l'entrepreneuriat. Et j'espère que l'entrepreneuriat de demain, ce sera ça. C'est atténuer les risques, ou en tout cas, pas les atténuer, mais les montrer qu'ils ne sont pas si grands que ça. Et qu'on peut être entrepreneur sans tout perdre en fait. C'est un peu cette notion que moi j'avais, c'était ouais, mais si je fais ça, mais je risque de tout perdre. Mais non, en fait, non. Et j'espère qu'on arrivera à ça, c'est qu'on apprendra dès le plus jeune âge que tu peux travailler pour quelqu'un, mais tu peux aussi travailler pour toi. Et voilà, j'espère que ce sera ça. Merci beaucoup, Soren. Je vais conclure cette table ronde. Merci beaucoup Zoé Tivé, Cédric Cateau et Xavier Benoît pour votre interprétation, votre vision de la construction de l'entrepreneuriat de demain ce soir. Je vous laisse aller vous Au revoir. Merci.
Et je vais donner la parole à Catherine Ries, la présidente de Pépite, enfin la directrice de Pépite, pour la remise du prix Pépite 2020. Ok. Donc je reprends la parole rapidement parce que le temps avance pour quand même arriver à l'événement qui nous réunit aussi ce soir, qui est la remise de ce deuxième prix Pépite. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure en introduction. Donc c'est la deuxième fois qu'on remet le prix parce qu'on est sur la deuxième promotion d'étudiants entrepreneurs, avec, comme je disais tout à l'heure, la particularité de notre calendrier qui rend quand même les choses un peu compliquées, mais qui nous a quand même permis cette année encore de réunir un jury et de d'élire un projet qui aurait dû représenter la Nouvelle-Calédonie à l'événement Big du 1er octobre à Paris. Finalement, le projet lauréat ne pourra pas partir pour les raisons qu'on comprend tous, mais du coup, tout le monde pourra suivre cet événement, comme nous l'a dit Lucas, à distance. Toujours partenaire du prix Pépite, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. BPI France, qui est partenaire des pépites, du réseau des pépites, et la Banque de Nouvelle-Calédonie, qui est notre partenaire local et qui, pour la deuxième année consécutive, accompagne nos étudiants entrepreneurs lauréats du prix. Alors le prix est doté donc d'un total de 1,5 million, hein, donc c'est quand même une belle somme qui est offerte aux étudiants lauréats du prix. Le jury s'est réuni autour de Zoé. C'est Zoé qui était notre présidente de jury cette année, avec des représentants donc des organisations patronales. On avait le MEDEF, la CPME, la FINC, des accompagnateurs de l'entrepreneuriat, Initiative NC, l'ADI, et puis les membres fondateurs du Pépite, donc la CCI, la DECAL, le vice-rectorat. Est-ce que j'oublie des membres du jury? Et puis la BNC, évidemment. Désolée. Voilà, on a fait le tour. Alors, c'est un peu particulier pour remettre le prix parce que, en fait, il n'y a pas vraiment de suspense parce que les étudiants le savent déjà. Donc, on peut faire un petit roulement de tambour comme s'il y avait du suspense. Zoé peut peut-être le faire. Mais en fait, donc le jury s'est réuni à la fin du mois d'octobre. Ça fait déjà bien longtemps parce qu'il fallait réaliser une petite vidéo de présentation août, pardon. Oui, c'était fin août, c'était il y a un mois. Il fallait réaliser une petite vidéo de présentation du projet pour que le projet soit présenté à Pépite France, pardon. Donc, on sait déjà qui c'est, mais je vais quand même laisser peut-être la parole à Zoé pour à la fois remettre le prix et puis donner son expérience sur le déroulement de ce concours. Merci Catherine. J'annonce Oui, bien, pour cette année 2020, le prix Pépite a été décerné à Fleur Allais et à Sohan Carré pour l'entreprise Cocofou. Ils auront pas le chèque. Ici, ils auront le chèque, mais en tout cas, la BNC. Bon, on est ravis de vous remettre ce prix. Alors, l'année dernière, ça avait servi normalement en billet d'avion pour aller sur Paris. Donc là, ça vous servira peut-être de mise de départ pour votre entreprise. Hein? Félicitations. Donc voilà, on est super content d'être ici. Et on a travaillé vraiment pour pas vous le cacher, on a travaillé très dur pour ce prix. Et on tient vraiment à remercier en premier Pépite, hein, sans eux on serait clairement pas ici. Ils sont venus nous chercher en classe et nous présenter, et c'est grâce à eux que vraiment je puis voir, on va dire, un avenir. C'est vrai qu'avant j'avais du mal à me projeter, mais maintenant grâce à l'entrepreneuriat, j'arrive vraiment à me projeter. Et donc merci à Pépite, et merci aussi à ma formation, à la licence professionnelle où je suis, au CFA.
et qui nous a accompagnés dans des moments difficiles. Hein. C'était pas facile, hein. On sait, l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Et merci aux professeurs qui m'ont permis de consacrer du temps pendant les cours à notre projet Cocofu. Merci et merci à tout le monde. Bon, je vais faire court parce que vous l'avez vu, c'est pas la soirée des discours pour moi. Ça vient. Vous verrez au Big, vous avez comment faire son pitch. Je pense que c'est un atelier. Je voulais juste remercier aussi nos tuteurs professionnels et académiques qui nous ont aussi beaucoup accompagnés dans cette aventure. Et juste un petit mot sur à quoi va servir ce prix. En fait, avec Sohan, on a une idée depuis quelques mois déjà qui s'appelle les Eduscapes. C'est des projets d'escape game ludopédagogiques qu'on aimerait mettre en place donc pour les collèges, lycées et même pour les études supérieures. Donc... Donc, comme elle a présenté, en fait, pour ce prix, on a présenté un projet qui s'appelle les Eduscapes. Donc, nous sommes très sensibles, en fait, à l'entrepreneuriat pour les collèges et lycées, et avec la gamification. Et on veut présenter, en fait, une autre manière, une autre façon d'apprendre pour les collèges et lycées de façon plus ludique. Et on espère en 1 heure apprendre quelque chose, une autre manière aussi d'évaluer qui sont non par une note mais par un système de jeu, et on espère justement avec cet investissement qu'on arrivera à atteindre notre objectif et qu'on obtiendra des résultats prometteurs. Juste vous dire un mot encore de félicitations, parce que ça fait 1 an que je vous suis sur les réseaux sociaux et vous êtes très actifs. On remet pas ce prix uniquement sur une idée, mais sur tout ce que vous avez mis en place cette année. Vous avez été présent chez Diginova l'année dernière, je crois, hein, si je me rappelle bien. Et puis tout au long de l'année, vous avez essayé de tester votre concept auprès d'entreprises, d'associations, et voilà, en tout cas, vous n'êtes pas resté les bras croisés en disant bon, on a une super idée, on a envie de passer un concours sur une super idée. Vous l'avez vraiment testé en live, et je pense que ce qui fait la valeur aussi d'un entrepreneur, c'est de savoir tester son produit sur le marché avant de créer véritablement son entreprise. Donc bravo, parce que vous avez montré que sur cette année, vous aviez de la niaque, de l'envie. Vous communiquez très bien sur les réseaux sociaux, et ça c'est gage de réussite. Voilà, donc maintenant le big up. Alors c'est dommage que vous puissiez pas aller en métropole. Vous allez vivre un moment peut-être un peu différent de ceux de vos prédécesseurs. En tout cas, profitez-en bien, parce que je pense que c'est extrêmement riche en formation. Pour continuer dans les éloges, c'est votre soirée. Ce qui ressort aussi beaucoup, c'est que votre innovation, c'est une innovation quelque part immatérielle, parce que on est sur de la gamification, de la ludification, et ça entre dans cette idée que l'innovation n'est pas forcément quelque chose de numérique ou digital, même si ça pourra se représenter de telle ou telle façon. Et aussi cette idée de gamification, ça va bien au-delà de juste une technique. C'est toute une vision, en fait, de remettre de l'humain, de remettre du jeu, de l'enthousiasme, etc. Et nous en avons ô combien besoin. Merci beaucoup. Alors, BPI donc organise Big. Ils ont demandé à chacun des lauréats, donc 33 lauréats du pré-pépite, de préparer une petite vidéo de présentation, et donc on voulait la montrer. Bonjour, moi c'est Fleur. Moi c'est Sohan, et nous sommes rattachés aux pépites de la Nouvelle-Calédonie, et notre projet c'est Cocofu. Cocofu, c'est une société de services aux entreprises. On utilise les mécanismes du jeu pour apporter des solutions ludiques aux besoins des professionnels. En d'autres termes, nous faisons de la gamification. On crée pour les entreprises des serious games, des escape games, des jeux de pistes et des jeux de rôle, et bien d'autres jeux qui n'ont pas encore de nom. Notre spécialité est le sur-mesure.
Oui, nous créons le jeu qui convient à notre cible par rapport à son environnement, à ses intérêts personnels et professionnels de notre client. L'an prochain, nous voulons développer un concept qui s'appelle le Eduscape. Un Eduscape, c'est un kit clé en main d'escape game ludopédagogique pour les collèges, lycées et autres établissements scolaires. Le scénario de cet Eduscape portera, comme les énigmes, sur une thématique abordée dans le programme scolaire, ce qui permettra de faciliter l'apprentissage et d'aborder des matières comme l'histoire, les mathématiques ou le français sous un nouvel angle. Grâce au prix Pépite, nous allons pouvoir financer la conception de 2 projets Eduscape sur 2 thématiques différentes que nous allons pouvoir proposer aux établissements scolaires dès 2022. Si nous avons choisi d'être étudiants entrepreneurs aujourd'hui, c'est que nous savons que le travail d'entrepreneuriat est un travail à long terme et que nous voulons commencer le plus tôt possible. Également, nous avions énormément d'idées émergentes que nous voulions à tout prix mettre en place. Être étudiant entrepreneur à Pépite, ça nous a permis de continuer notre formation initiale tout en créant notre entreprise. Aujourd'hui, Cocofou a 1 an et sans Pépite, ça n'aurait jamais été possible. Merci à tous, à toutes et à tous d'être là ce soir, aux accompagnants, accompagnantes, tutrices, tuteurs, aux partenaires et à Yveline aussi d'ailleurs qui a accompagné les étudiants depuis le début d'année sur des périodes en distanciel, en présentiel. Merci à Zoé pour avoir participé, avoir présidé le jury Pépite et puis je vous invite à aller prendre le café. Juste au bout du couloir. Ouais, mais apéro au jus. Pour continuer les échanges, on l'a dit, Pépite, ça sert à ça aussi, à faire du réseautage. Donc, merci à tous. Et puis, on se retrouve pour le 4e Café sans fil dans quelques semaines. Ce sera le matin avec des cafés, des croissants. D'ici là, à tout de suite au bout du couloir. Merci à tous.